Une famille frôle la mort à la suite d'un incendie suspect. Un mois après le drame, le mari est agressé et sa femme est retrouvée morte. Il n'y a aucun témoin, aucun mobile, aucun suspect, jusqu'à ce que la science dévoile l'existence d'un plan machiavélique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Lorsqu'un couple s'échappe par miracle de sa maison en feu et que quelques jours plus tard, mari et femme sont agressés séparément, on peut penser que le sort s'acharne sur eux et que la loi dite des ennuis maximum est une réalité. À moins qu'il ne s'agisse d'un plan machiavélique savamment orchestré. Michael et Effie Ratley ne se sont pas rencontrés comme la majorité des autres couples au travail, à l'université ou grâce à des amis communs. Bonjour. Bonjour. J'ai comme l'impression que vous avez un problème. Effectivement. Effie avait crevé et Michael lui avait alors proposé son aide. Vous pouvez m'aider? Ça devrait pouvoir se faire. Merci beaucoup. Moi, c'est Michael. J'étais heureuse pour Effie qu'elle rencontre enfin quelqu'un. Ça faisait tellement longtemps qu'elle était célibataire. 18 mois après leur rencontre, Michael et Effie se marient. Mais leur bonheur sera de courte durée. Ils divorcent 3 mois plus tard. Ils ne sont pas restés mariés longtemps, mais ils sont restés très proches après leur séparation. Moins d'1 an plus tard, le couple se remarie et donne naissance à un fils, Hayden. Je savais qu'elle se remettrait avec lui parce qu'elle l'aimait vraiment. Elle était vraiment très amoureuse de lui. À l'époque, Michael est employé de bureau. Le couple s'installe dans un mobil-home juste à côté de la maison des parents de Michael à Bryceville, en Floride. Mais quelques semaines après la naissance du bébé, un drame survient. Un incendie éclate dans la maison de Michael et Effie. Michael parvient à sortir avec le bébé, mais Effie est prise au piège à l'intérieur. Au lieu d'attendre les secours, il tente de briser une fenêtre avec une parabole. Pour la presse locale, Michael est un véritable héros. La femme de Michael était endormie. Elle n'avait pas conscience de la situation. Je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait sur le coup. C'est quand je suis sortie que j'ai compris. J'étais tellement soulagée qu'il soit sain et sauf. Michael remercie le ciel de s'être réveillé. Je ne veux même pas penser à ce qui se serait passé si je ne m'étais pas réveillé. C'est trop effrayant. Quand je l'ai entendu, je me suis dit que c'était un véritable héros. Quand j'ai vu les dégâts à l'intérieur de la maison, j'ai réalisé que si elle était restée une seconde de plus à l'intérieur, elle serait morte. Après enquête, les pompiers déterminent que l'incendie a été provoqué par un court-circuit électrique et découvrent que les détecteurs d'incendie étaient défaillants. Le feu était d'origine accidentelle. Après l'incendie, Michael, Effie et leur bébé s'installent chez les parents de Michael. Effie avait sa propre chambre. Ses beaux-parents ont tout fait pour qu'il soit bien installé. Ils voulaient les aider. Mais 1 mois plus tard, une nouvelle tragédie frappe les Ratley. Ce soir-là, Michael dormait dans le salon avec son fils. Il le faisait souvent pour laisser Effie se reposer. Michael entend un bruit en provenance de la chambre. Le bruit l'a réveillé et il est allé voir ce qui se passait. Quand il entre dans la chambre, Michael trouve sa femme en sang sur le lit. La fenêtre est grande ouverte. What's going on? What's going on, sir? I don't know. My son just come here. My daughter-in-law's in the bed. I don't know if she's pale. Okay, well, what is she doing? She's just laying in the bed right now. She's unresponsive? Yeah. Effie est transportée de toute urgence vers l'hôpital le plus proche. D'après les secours, elle était encore vivante quand je suis arrivé. Mais son état était critique. C'était affreux. Je suis sorti et j'ai dit à ma femme, elle va mal. Elle va très mal. Le médecin nous a expliqué que les blessures des filles étaient très graves et qu'elles ne s'en remettraient pas, qu'elles n'avaient aucune chance de s'en sortir.
Un inconnu s'est introduit chez les Ratley et a agressé Effie. Elle a été frappée 7 fois à la tête avec un objet contondant. Le sort s'acharne. 1 mois après l'incendie accidentel qui a ravagé le mobil-home des Ratley, Effie est sauvagement attaquée dans la chambre où elle dormait. Frappée à la tête à 7 reprises, son pronostic vital est engagé. Son mari désemparé ne comprend pas ce qui a motivé cette violence aveugle, car le vol ne semble pas être le mobile de l'agresseur. Les blessures étaient en forme d'étoile, ce qui indique qu'elle avait été frappée avec un objet de forme ronde. À en juger par le nombre et la gravité des blessures, on en voulait personnellement à Effie. L'assassin ne lui avait pas tiré dessus ou donné un coup de couteau. Il s'était violemment acharné sur elle. Effie n'avait pas d'ennemis. Tout le monde l'appréciait. Qui avait pu faire ça et pourquoi? Effie est dans le coma et son état neurologique est irréversible. 4 jours après son hospitalisation, la famille donne son accord pour que les médecins débranchent le système de respiration artificielle qui la maintient en vie. Je m'étais toujours demandé ce que je ferais si quelque chose arrivait à un de mes enfants. Tous les parents ont déjà pensé à ça, mais quand ça arrive vraiment, c'est complètement différent. On a beau se préparer au pire, quand ça arrive, on est complètement effondré. Tout laisse à penser que le meurtrier est entré et ressorti par la fenêtre de la chambre pendant que tout le monde dormait. À l'extérieur, ils ont retrouvé la moustiquaire. Elle avait été découpée. Ils l'ont retrouvée juste au pied de la fenêtre. Quand je suis entré dans la chambre, il y avait des éclaboussures de sang sur le mur, derrière le lit des filles. Les parents de Michael Ratley n'ont rien entendu. Après le meurtre des filles, toute la ville est sous le choc. C'était une petite ville, alors forcément, ce crime a bouleversé tout le monde. La veille du crime, un autre incident a déjà eu lieu. Michael a été agressé dans sa grange. What's going on? My son come home, he's out born. Somebody hit him in the back of the head. Does he know who did it? No idea. He don't know if he's blacked out or what. Rien n'a été volé. La police pense que Michael a surpris son agresseur avant qu'il ait le temps de dérober quoi que ce soit. Après ça, toute la famille était très inquiète. Dans le quartier, tout le monde avait l'habitude de laisser les portes ou les fenêtres ouvertes. Mais après cette agression, ils ont arrêté de le faire. Quelques jours avant l'agression de Michael, une femme a été violée chez elle, à une 60aine de kilomètres. Une vendeuse a également été frappée par un inconnu et laissée inconsciente dans la remise de son magasin une semaine plus tôt. Visiblement, un individu s'en prenait aux femmes de la région. Les femmes avaient peur. Elles se demandaient s'il s'agissait du même agresseur. Quelqu'un s'en prenait-il aux femmes? Et si oui, pourquoi? Mais les preuves retrouvées par les enquêteurs laissent à penser que l'agresseur des filles n'est pas rentré dans la chambre par la fenêtre. Le soir du meurtre, les températures avaient fortement chuté et aucune trace de passage n'a été retrouvée sous la fenêtre. Il faisait un froid glacial cette nuit-là. Le sol était givré et on n'a trouvé aucune trace de pas. Aucune trace non plus sur la moquette de la chambre. La moquette était blanche, donc si quelqu'un était entré par la fenêtre, on aurait retrouvé des traces. Il aurait laissé derrière lui des débris de l'extérieur. Le panier de linge posé par terre au pied de la fenêtre est toujours en place et le dépôt de poussière sur le rebord extérieur est intact. Les enquêteurs ont même été jusqu'à filmer les rebords de fenêtres intérieures et extérieures en gros plan. Et on voyait bien qu'il n'y avait aucune trace de doigt. Les enquêteurs doutent qu'Effie ait été attaquée par un rôdeur ou un cambrioleur, car aucune trace de pas n'est visible aux abords de la maison.
Aucun objet n'a été dérobé, y compris le portefeuille de la jeune femme posé sur sa table de nuit. Dès lors, une constatation terrifiante s'impose aux policiers. Si l'assassin ne s'est pas introduit par effraction dans la maison, c'est qu'il s'y trouvait déjà et qu'il ne l'a pas quitté après l'agression. Si cette hypothèse s'avère fondée, 3 personnes sont dès lors suspectes. Michael et les beaux-parents de la victime. Plusieurs objets appartenant à Michael éveillent les soupçons des enquêteurs quant aux relations réelles du couple. On a retrouvé un lecteur DVD portable, du lubrifiant intime et plusieurs DVD de films pornographiques gays. On s'est dit que ça pouvait être le mobile du crime. Il devait avoir un petit ami. Et peut-être qu'il avait voulu se débarrasser des filles pour vivre sa vie. D'après ses relevés téléphoniques, Michael appelait fréquemment un de ses anciens professeurs de lycée, âgé de 35 ans. Tous ces éléments sont effectivement troublants, mais sont-ils suffisants pour expliquer le mobile du crime ? On n'est pas à Hollywood, on est à Bryceville. Et il y avait quelque chose de dérangeant dans cette affaire. Quelque chose ne collait pas. Dans la maison, les enquêteurs ne trouvent absolument aucune trace d'effraction. Les rideaux étaient blancs. Il n'y avait aucune preuve nulle part. J'ai scruté toute la chambre à genoux à la recherche d'éléments qui auraient pu intéresser les techniciens de la police scientifique. Mais il n'y avait absolument rien du tout. La sœur de Michael vit à quelques pas de là, et elle non plus n'a rien entendu le soir du crime. La sœur de Michael Ratley et son mari avaient des chiens de chasse. 8 dans un enclos dehors et 2 autres en liberté. Or, dans le voisinage, personne n'a entendu de chien aboyer le soir du meurtre. D'après certains de ses amis, Michael ne tenait pas que des propos élogieux au sujet de sa femme. Il a dit à ses amis qu'il détestait sa femme et qu'il n'avait pas les moyens d'entretenir un enfant. Malgré ce qu'il voulait faire croire, il n'était pas heureux avec elle. Au dire de la famille des filles, plusieurs autres incidents troublants s'étaient déjà produits. Un jour, alors qu'Effie se rend au travail, Michael l'appelle pour lui demander de vérifier si ses médicaments sont bien dans la voiture. Elle a failli avoir un accident. Une de ses amies m'a confié plus tard qu'elle était hystérique en arrivant au bureau. Elle avait une peur bleue des souris. On ne sait pas si c'est Michael qui les avait mises là ou pas. Les enquêteurs découvrent également qu'Effie avait souscrit une assurance vie de 110 000 € dont Michael était le bénéficiaire. Après avoir analysé les traces de sang dans la chambre et reconstitué la scène de crime, les enquêteurs en arrivent à la conclusion que l'agresseur devait être couvert de sang. Ils font alors analyser la robe de chambre que Michael portait ce soir-là. J'ai cherché s'il y avait des traces de sang sur sa robe de chambre, mais je n'ai rien trouvé. Je ne m'y attendais pas. On a fouillé toute la maison à la recherche d'une arme. On a fait des relevés d'empreintes et des prélèvements partout pour voir s'il y avait du sang ou des traces d'ADN. Mais il n'y avait rien. Les enquêteurs n'ont aucune preuve et ils n'ont pas retrouvé l'arme du crime. C'est alors qu'ils découvrent un compartiment secret sous le siège arrière de la camionnette de Michael. À l'intérieur, ils trouvent des preuves accablantes. Quand on a fouillé la camionnette, on a touché le jackpot. C'était tellement gros, comme si on avait tout fait pour qu'il tombe dessus. Dans le camion, ils trouvent un marteau, un cutter, un morceau de fil électrique brûlé et 2 paires de gants, une en cuir et une en latex. Michael Ratley ne comprenait pas ce que tout ça faisait dans sa camionnette. Il s'est exclamé « Mon Dieu, tout le monde va croire que j'ai tué ma femme ».
Michael clame son innocence et prétend qu'il s'agit d'une machination. Il était persuadé que quelqu'un avait délibérément mis tous ces objets dans sa camionnette et que cela pouvait très bien être la personne qui l'avait agressé devant la grange. Les enquêteurs comparent le fil électrique retrouvé dans la camionnette avec celui qui avait déclenché l'incendie dans le mobil-home des Ratley un mois plus tôt. On a comparé ce fil au microscope avec celui retrouvé dans le mobil-home, et ça correspondait. Ce fil électrique prouve à lui seul que personne ne s'est introduit dans la maison le soir du meurtre. Cela aurait voulu dire que la personne qui s'était introduite dans la maison avait ensuite pris la peine d'aller mettre ses fils dans la camionnette de Michael. C'était totalement invraisemblable. Une accumulation de preuves matérielles accable maintenant Michael Ratley. Bien qu'il nie l'évidence et crie à la machination, les armes du crime ont été retrouvées cachées sous le siège arrière de son camion. Un marteau, un cutter et 2 paires de gants. Un autre élément vient renforcer la thèse de l'homicide. Michael a terrorisé sa femme en introduisant des souris dans sa voiture dans le but de provoquer un accident mortel. La découverte d'une police d'assurance d'un montant de 150 000 $, souscrite en sa faveur, fournit le mobile du meurtre. Pourtant, une question intrigue encore les enquêteurs. S'il avait l'intention de tuer sa femme, pourquoi Ratley l'a-t-il secourue courageusement quand elle était prisonnière du mobil-home en flammes un mois plus tôt? Je ne veux même pas penser à ce qui se serait passé si je ne m'étais pas réveillé. C'est trop effrayant. On était tous perplexes. Pourquoi l'avait-il secourue? Est-ce qu'il avait allumé ce feu pour essayer de la tuer? Impossible à dire. Michael continue de prétendre que quelqu'un s'est introduit par la fenêtre de la chambre et a agressé Effie avant de s'enfuir sans laisser de traces. Il affirme également que l'agresseur a ensuite caché l'arme du crime et les gants sous le siège arrière de sa camionnette. Il a dit qu'il aimait sa femme et qu'il ne lui aurait jamais fait une chose pareille. Qu'elle venait de donner naissance à son fils et qu'il n'avait aucune raison de vouloir la tuer. La version de Michael ne tient pas la route. La police scientifique parviendra-t-elle à élucider ce mystère? Les techniciens analysent d'abord le marteau ensanglanté retrouvé dans la camionnette de Michael. J'ai prélevé les traces ADN sur le marteau et elles correspondaient à celles d'Effie Ratley. Les médecins biologistes confirment que c'est bien ce marteau qui est à l'origine des blessures sur la tête d'Effie. Les tests ADN sont formels. C'est bien le sang d'Effie que l'on a retrouvé sur les serviettes en papier et les gants de travail qui étaient dans la camionnette. En revanche, il n'y a aucune trace d'ADN à l'intérieur des gants. Les scientifiques décident alors de faire un prélèvement à l'intérieur des gants en latex pour tenter de retrouver des cellules cutanées. On a retrouvé l'ADN de Michael à l'intérieur des gants en latex. On en a donc déduit qu'il avait d'abord mis les gants en latex, puis enfilé les gants de travail par-dessus, avant de manipuler l'arme du crime et de tuer sa femme. Le père de Michael Ratley avait du sang partout. Il avait essayé de lui porter secours. Michael, lui, ne l'a même pas touché. Quand on découvre sa femme comme ça et que soi-disant c'est un accident, normalement, on se précipite pour savoir ce qui lui est arrivé. Or, il n'avait aucune trace de sang sur lui, ce qui a priori confirmait notre théorie. Les procureurs pensent que Michael a prémédité l'assassinat de sa femme depuis plusieurs mois et qu'il n'en est pas à sa première tentative. C'est peut-être lui qui a caché la souris dans la voiture pour qu'elle ait un accident sur l'autoroute. Il se pose également des questions sur l'incendie du mobil-home. Michael pourrait très bien avoir débranché l'alarme incendie avant de mettre le feu pendant qu'Effie dormait. Il lui suffisait ensuite de sortir de la maison avec son fils et de laisser Effie prisonnière des flammes. Mais la famille et les voisins ont vu la fumée et sont arrivés sur place avant que le feu n'envahisse complètement le mobil-home.
Pour sauver les apparences, Michael n'avait pas d'autre choix que d'essayer de sauver sa femme. C'est alors qu'il a cassé une fenêtre pour l'aider à sortir. Et il est devenu par la même occasion un véritable héros. Un mois plus tard, il raconte qu'il se fait agresser par un rôdeur dans la grange. Le tout afin de faire croire qu'un cambrioleur rôde dans le quartier. Le lendemain, il découpe la moustiquaire de la chambre et attend que sa femme s'endorme. Il se déshabille, enfile les 2 paires de gants et tue sa femme en la frappant avec un marteau. Les murs sont couverts de sang, tout comme Michael. Il utilise alors les serviettes en papier pour s'essuyer et remet sa robe de chambre, ce qui expliquerait qu'il n'avait aucune trace de sang sur lui lorsque les policiers sont arrivés. Il cache ensuite les preuves sous le siège arrière de sa camionnette avant de retourner chez ses parents pour donner l'alerte. Michael Ratley pensait que personne ne le soupçonnerait et que sa camionnette serait le dernier endroit qu'ils iraient fouiller. Mais il s'est trompé sur toute la ligne. C'était forcément Michael qui avait tué sa femme. Pourquoi un étranger aurait-il pris la peine d'aller cacher l'arme du crime dans sa camionnette? Les parents des filles pensent que Michael voulait se séparer de sa femme, mais qu'il ne voulait pas avoir à payer un divorce. Je suis persuadée qu'il ne voulait plus vivre avec elle et qu'il s'est dit que c'était la seule façon d'arriver à ses fins. Il savait que s'il divorçait, il ne verrait plus son fils que le week-end et qu'il devrait payer une pension alimentaire à Effie jusqu'à ses 18 ans. Elle a été frappée au moins 7 fois à la tête avec un marteau. Ces nombreux coups ont causé des fractures du crâne, des lésions et des lacérations cérébrales, un œdème cérébral. En juillet 2009, Michael Ratley est jugé et condamné à perpétuité sans possibilité de remise de peine pour meurtre avec préméditation. Parfois, on a une certaine image de quelqu'un, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que la réalité est différente. Et on découvre alors le vrai visage de cette personne. Michael est un monstre sans pitié. J'ai essayé de comprendre pourquoi il avait fait ça. Comment quelqu'un peut en arriver à commettre un meurtre d'une telle violence? Comme quoi, beaucoup de gens jouent un double jeu. Vu les éléments de la scène de crime et les nombreux indices qu'il avait laissés derrière lui, c'était du tout cuit. Les enquêteurs ne pouvaient pas espérer mieux. Reconnu coupable du meurtre de sa femme, Michael Ratley est condamné à purger une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pourtant, durant son procès, de nombreux témoignages ont plaidé en sa faveur. Selon ses proches, Ratley était un garçon serviable, pieux, pacifique. Ces appréciations paradoxales lui ont sans doute épargné une condamnation à la peine capitale. Si nous connaissons le mobile du meurtre, acquérir les 150 000 $ d'une assurance vie souscrite en sa faveur, des zones d'ombre demeurent. S'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, pour quelle raison? En effet, Michael et Effie s'étaient-ils remariés alors qu'ils avaient divorcé 3 mois seulement après leur première union? Était-ce une alliance de façade? Le moyen de donner le change dans une petite ville où tout le monde se connaissait? Car du matériel pornographique retrouvé dans la maison après le meurtre a laissé penser que Michael entretenait une liaison homosexuelle avec l'un de ses anciens professeurs. Afin de pouvoir assumer sans contrainte ses préférences sexuelles, Michael aurait tué sa femme avant que le scandale n'éclate.
Cette émission est terminée. Je vous remercie de nous être fidèles. Je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles.